Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a pris part au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique à Riyad. Et enfin, dans l'actualité internationale, à Gaza, des hôpitaux et une école ciblée par des frappes israéliennes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part au sommet entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique, qui a ouvert ses travaux hier après-midi à Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, sous la présidence de son Altesse royale Mohammed bin Salman Al Saoud, prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite. Ces sommets saoudo-africains, le premier du genre, un président forme l'ambition d'instaurer un partenariat stratégique étendu à tous les secteurs d'activité et du développement entre les deux ordres. Il a valeur de réchange et d'alternative aux deux parties souhaitant explorer sous le signe de la solidarité agissante et la mutualisation des dispositions un créneau viable de débouchés dans le contexte mondial marqué par des crises à répétition. Les travaux de ce sommet ont porté sur l'adoption des chartes prévoyant un renforcement notoire de solidarité entre les deux parties, et c'est dans la quasi-totalité des secteurs névralgiques dont la lutte contre la pauvreté, la coopération dans le domaine du développement, la paix et la sécurité. Cette assise servit ensuite de creuser à la définition de cadres spacieux et préférentiels de coopération soutenue entre les deux parties en vue d'inscrire leur échange et collaboration dans la continuité, la rapidité et l'efficience. Cette réunion connut son apogée avec l'identification des projets stratégiques de complémentarité économique durable entre les deux ordres sous l'égide de son premier magistrat, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Concours un rang efficient dans les travaux de ce sommet saoudo-africain, ses stabilités continues, son emplacement géographique et de premier plan de ses infrastructures modernes de développement dans les ports et les télécommunications sont de nature à œuvrer à la réalisation d'un accroissement significatif dans les échanges entre l'Arabie Saoudite et les pays africains. Son environnement d'affaires du premier rang, duquel le guichet unique favorable à la mise en route instantanément des projets d'investissement et de sa culture éminente, établie pour concilier des programmes d'intégration économique, plaidant également en faveur d'un rôle central de la République de Djibouti dans le processus visant à instaurer le principe d'un partenariat privilégié et stratégique entre l'Arabie Saoudite et les pays d'Afrique. Eh bien, dans une intervention faite à la tribune de ce sommet, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, décrit l'initiative d'une plus grande solidarité et l'intégration économique entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique, créneau viable d'exploitation pour les deux parties dans le contexte actuel mondial marqué par d'importantes transformations géostratégiques. On l'écoute. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'exprimer sincère remerciement à ma grande appréciation au Royaume frère d'Arabie Saoudite, à son roi, à son gouvernement et à son peuple pour l'accueil chaleureux, pour leur hospitalité chaleureuse, ainsi que pour l'organisation méticuleuse et l'excellente préparation des travaux de ce sommet. À la lumière de transformations géostratégiques et des variables actuelles, nous saluons l'initiative du Royaume frère d'Arabie Saoudite liée à la tenue du sommet saoudo-africain qui confirme le rôle du Royaume dans la consolidation du principe d'action collective construite un avenir meilleur pour la région et le monde, et comme reflète sa position régionale et internationale. De premier plan, son poids politique et sa vision économique les plus grands, en plus d'être un pays pionnier dans le domaine de la présentation d'initiatives à la recherche de solutions. Il ne fait aucun doute que ce développement majeur de remarquable inaugure une nouvelle phase dans le processus de relations historiques étroites entre l'Arabie Saoudite et le continent. Votre Majesté, Excellence et Altesse, le Royaume frère d'Arabie Saoudite est un modèle à suivre en matière de suivi des efforts de développement sur le continent africain. Comme le reste du continent, le Royaume joue un rôle central pour faire avancer la roue du développement dans la Corne de l'Afrique et l'Afrique de la région du bassin maritime rouge. Il est important de souligner que les précieuses contributions du Royaume dans ce contexte ne se limitent pas seulement à l'apport d'un soutien financier et à la mise en œuvre d'investissements qualificatifs, mais touchent plutôt divers aspects de la vie, notamment
notamment les aspects politiques, sécuritaires et d'intégration régionale. Parmi ces initiatives créatives de ce contexte qui méritent d'être louées et mentionnées figure l'initiative de création du Conseil des États arabes et africains qui surplombe la mer Rouge et le golfe d'Aden, qui constitue un cadre unique de coopération, de coordination et d'intégration entre les pays des deux côtes de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Poursuivant son discours, le numéro 1 djiboutien a rappelé que le rôle central du royaume dans la stimulation du développement dans la Corne de l'Afrique et la mer Rouge et son éthique à s'inscrire dans la solidarité au-delà du soutien financier dans le domaine lié à la politique, à la sécurité et à l'intégration économique. Récoutons le chef de l'État. Votre Majesté, Excellences et Altesses, Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti apprécie hautement le soutien du Royaume frère d'Arabie Saoudite pour ses enjeux nationaux et son soutien à ses projets, tout en réaffirmant sa ferme détermination à contribuer au renforcement du partenariat économique et d'investissement entre le Royaume et les pays du continent africain. Ceci est basé sur le fait qu'il s'agit bien d'un lien et d'une portée d'entrée important vers le continent et sur les capacités uniques qu'il possède à cet égard. Au premier plan se trouvent les infrastructures avancées et la plus grande zone économique libre d'Afrique qui offre le nécessaire aux hommes d'affaires et aux acteurs économiques de tout horizon, tout en offrant des opportunités prometteuses pour renforcer la coopération économique régionale et internationale. La bande de Gaza fait face à un nouveau fléau. Au Narba, 2,5 millions d'habitants sont devenus les otages de l'occupation sioniste, où ils sont forcés d'être déplacés à cause des bombardements criminels et brutaux et privés de leurs droits les plus élémentaires, de leurs besoins fondamentaux tels que l'eau, la nourriture, les médicaments, les communications et les carburants. La gravité de la situation actuelle exige une réponse rapide, un engagement fort de tous les efforts de mettre fin aux violences flagrantes dont est victime la population de Gaza. En tant que pays africain, nous avons une responsabilité historique. Nous devons donc assumer cette responsabilité de soutenir notre peuple à Gaza par tous les moyens possibles. En conclusion, je renoue mes plus profonds remerciements et ma gratitude au Royaume frère d'Arabie Saoudite, à son roi, à son gouvernement et à son peuple pour avoir accueilli ce sommet à la bonne préparation de son succès et de mon Dieu tout-puissant de couronner notre travail de succès et pour nous accorder à tous le succès. Retour à Djibouti où le premier satellite djiboutien d'observation de la Terre bientôt en orbite. Eh bien le lancement du tout premier nanosatellite entièrement conçu par des ingénieurs djiboutiens est prévu pour ce soir à partir de 21h49, baptisé Djibouti 1A, sera transporté à bord d'un lanceur Falcon 9 de la société SpaceX, lancé de la base spatiale de Vandenberg en Californie aux États-Unis. En direct à partir de ce soir, vers 21h49. Éducation, cette fois-ci, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, poursuit sa mission à Paris dans le cadre de la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO. Le ministre et l'ambassadeur ont participé à un segment de haut niveau intitulé « Penser les biens communs, agir ensemble pour les protéger » qui s'est consacré à la manière dont les biens communs doivent être pensés et protégés dans le contexte des perturbations majeures que le monde connaît actuellement, avec un accent particulier sur le dérèglement climatique et la transformation numérique. Les autres membres de la délégation ont quant à eux participé à des réunions de débat et des panels thématiques portant notamment sur la paix à travers la révision de la recommandation de 1974 de l'UNESCO pour l'éducation à la paix et aux droits humains. Le rôle essentiel de l'éducation pour le développement durable et la préparation de chaque apprenant au changement climatique, les moyens d'atteindre l'éducation universelle, les défis éthiques posés par de nouvelles technologies, ainsi que sur les défis de l'éthique des neurotechnologies. En marge de ces 42e sessions de la conférence générale de l'UNESCO, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a eu des réunions bilatérales dont les objectifs consistaient, entre autres, à échanger avec des expériences, nouer des nouveaux partenariats, forger des collaborations, explorer des initiatives conjointes. Ainsi, le ministre s'est tour à tour entretenu avec ses homologues azerbaïdjanais, du Qatar et de Cuba. Les discussions à son homologue azerbaïdjanais ont porté sur les voies et moyens de mettre en place une collaboration dans le domaine de la formation professionnelle, notamment
en faveur des élèves portant le TPF pour qu'ils puissent bénéficier des bourses pour la poursuite du cursus de leur formation. Par ailleurs, l'entretien entre le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à son avis, Qatari s'est focalisé sur le renforcement de la poursuite du projet RASAC et sur l'accès des élèves à l'école d'excellence aux écoles polytechniques du Qatar. Enfin, la discussion entre le ministre cubain de l'éducation et son homologue djiboutien a porté sur le renforcement du partenariat déjà existant dans le domaine de l'éducation et la prise en charge des enfants à besoins spéciaux. Les ministres se sont mutuellement invités dans leurs pays respectifs dans les perspectives d'explorer davantage les domaines de coopération, paraphé des conventions de partenariat. Par ailleurs, lors des cérémonies de réception, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle a également des discussions fructueuses avec les ministres de l'Éducation de la France et de la Chine. Et dans l'après-midi d'hier, après des tractations intenses et divergences diplomatiques, très marquées par la résolution de Gaza, impactée par ses conséquences de la situation en Palestine, soumise par les groupes arabes, a été adoptée par la conférence générale. On reste toujours dans le domaine éducatif où les épreuves écrites du concours ont commencé tôt ce matin dans divers centres d'examen. Cette année, le concours a attiré plus de 4157 candidats, compétitionnant pour 10% des postes d'enseignants ouverts au recrutement, les postes concernant les 20 disciplines allant des filières d'enseignement général aux filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que le préscolaire, l'enseignement bilingue et technologique. Rappelons que le concours se déroule en 2 phases, avec d'abord les épreuves écrites suivies par des épreuves orales. Il est organisé par le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le secrétaire général du ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Abdallah Mohamed, accompagné du secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, et de la directrice générale par intérim du fonction publique, Mme Hibou Youssef, ainsi que d'autres cadres ont effectué une tournée de supervision au CFF, au lycée de Djibouti ainsi qu'au lycée Jama pour s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites. Eh bien, le secrétaire général du MTS, Abdallah Mohamed, s'est dit satisfait du bon déroulement. Et dans un interview, le secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdallah Mohamed Dikdik, s'est dit satisfait du bon déroulement des épreuves. Il a salué la qualité remarquable des préparatifs et des dispositifs déployés par le MENFOP pour garantir la sérénité et le bon déroulement du concours. Nous nous trouvons ce matin sur un des sites dédiés à l'organisation de concours des élèves professeurs. Chaque année, le ministère de l'Éducation et le ministère du Travail joignent leur effort pour organiser ce concours qui est un grand rendez-vous pour l'année. Cette année, 426 postes ont été ouverts pour 4157 candidats inscrits. Nous sommes vigilants sur les procédures pour que les choses se passent dans la transparence, pour que chacun ait la chance de réussir. C'est un concours que nous avons l'habitude d'organiser. Toutes les équipes du ministère sont mobilisées à cet effet. Nous n'avons aucun incident à signaler. Sport à présent, où la place du 27 juin a servi hier après-midi à de départ et arrivée de la course sur route de 10 km et de 5 km organisée par Air Djibouti. Au menu de la 4e édition de 10 km d'Air Djibouti, la course de cette année est dédiée à la solidarité de la population civile palestinienne, organisée par la compagnie aérienne Air Djibouti, avec l'étroite collaboration du secrétaire d'État chargé au sport et la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Cet événement est appelé à servir d'une part de vitrine publicitaire à la compagnie Air Djibouti et d'autre part de creuser quant à l'éclosion d'une nouvelle génération d'athlètes susceptibles de défendre haut la main les couleurs du drapeau national lors des compétitions internationales. L'édition de cette année a vu la participation de quelques centaines d'athlètes composés de jeunes hommes et jeunes filles issus de plusieurs formations sportives des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, des gardes-côtes, de l'université de Djibouti, de la gendarmerie, de la police nationale, mais également des pays limitrophes séparés en 3 catégories, cadets, juniors, seniors, qui ont pris le départ épreuve par épreuve afin de disputer les parcours de 5 km et de 10 km.
Sur ce, le directeur général de Air Djibouti, Abdelrahman Ali, le représentant de la Fédération djiboutienne de l'athlétisme, Syed Ismaël Hassan, le secrétaire général du secrétariat, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim, ainsi que d'autres officiels présents à cet événement ont remis les 5 premiers des chèques épreuves, des trophées et des enveloppes contenant des sommes d'argent. Les épreuves, rappelons-le, de 5 km et de 10 km dans cette catégorie 5 km. Côté filles, c'est la garde républicaine du premier prix avec la victoire de la jeune Khadra Mohamed Dembélé. Côté garçon, c'est Mokhtar Idriss de la garde-côte qui a pris la première place du 5 km. Enfin, la première place du 10 km est revenue à Mouhidine Abdi Ouaès de la garde républicaine. Et le directeur général de Air Djibouti, Abdelrahman Ali, a rendu un vibrant hommage au peuple palestinien qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza à cause des raids menés par les Israéliens. Le directeur d'Air Djibouti a exprimé cette victoire, cette course s'inscrit dans le cadre de la politique du président qui a offert les voies et moyens financiers de s'épanouir sportivement, une subvention exceptionnelle aux athlètes. La course de 4e édition d'Air Djibouti a été terminée dans une meilleure condition, a-t-il rappelé à la place 26 juin. Le directeur général d'Air Djibouti a également insisté sur l'importance de la solidarité nationale pour apporter l'assistance nécessaire envers nos frères palestiniens. De son côté, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Syed Ismaël Hassan, a salué l'engagement de la compagnie aérienne du pays dans la promotion de cette discipline sportive si chère pour notre pays. Le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme a précisé que le responsable d'Air Djibouti, qui à travers cet événement sportif annuel, promet l'athlétisme national pour servir de cadre publicitaire à sa compagnie. Il a remercié les vainqueurs de la course 5 km, 10 km, mais aussi a également remercié le directeur général d'Air Djibouti, le comité olympique et le secrétariat chargé des sports qui ont pris par l'événement du course de la 4e édition. Et enfin, dans l'actualité nationale, direction le Sud, où dans le cadre de la lutte contre la contrebande de 4, la brigade de la douane d'Ali Sébié et la brigade mobile de la douane, en étroite collaboration avec la police nationale, le détachement de la région d'Ali Sébié, ont intercepté une importante marchandise de 4 de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 80 kg de 4, dont le poids total est estimé à plus de 3500 kg de 4. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers la ville. C'est la procédure standard en vigueur. Cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade de la douane, Ali Sébié, Mohamed Moumin. Rappelant que la contrebande est un fléau qui nuit au développement économique de notre nation. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté la lutte pour faire cesser ce commerce illicite. Et je vous dis dans le titre, les frappes aériennes israéliennes ont touché hier 3 hôpitaux et une école à Gaza, tuant au moins 22 personnes. Le plus grand hôpital de Gaza, Al-Shifa, où sont réfugiés jusqu'à 50 000 personnes, a été bombardé et de nombreuses installations médicales sont hors service. L'établissement aurait reçu une 50aine de corps après le bombardement. D'une des écoles accueillant des déplacés ainsi que plus de 11 000 morts sont à déplorer depuis un mois. Israël a frappé en Syrie vendredi à l'aube en réponse à un drone qui s'est abattu jeudi sur une école Heliat, une ville israélienne au sud du pays, sans faire de victimes. Les Nations Unies réclament une enquête sur les bombardements aveugles d'Israël dans des zones densément peuplées. Et enfin, dans l'actualité internationale, 118 personnes ont été secourues en Méditerranée. L'ONG Emergency les a récupérées à bord de son navire Life et doit débarquer dans le port italien de Brindisi. C'est la nuit dernière que le navire à bord a secouru plus de 41 personnes dans une embarcation de fortune, plus de 107 autres dans un second temps. Parmi les personnes secourues figurent 4 mineurs non accompagnés. Les migrants sont des Érythréens, des Éthiopiens, des Soudanais, des Bangladais, des Pakistanais, des Syriens, des Égyptiens et des Palestiniens.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.